Donc, bienvenue à cette table ronde. Nouveaux carburants, quels bénéfices pour quels usages? Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Céline Granchefèvre, directrice innovation pour le pôle de compétitivité CARA, qui est référent sur la mobilité avec une approche système transport. Et en fait, nous, on accompagne nos adhérents justement sur des sujets forts qui permettent de répondre aux enjeux sociétaux, dont effectivement la transition écologique. Donc je vais vous présenter nos intervenants. Donc nous avons Bruno Lapéry, qui est directeur du Centre d'excellence transition énergétique bus chez Keolis. Je vous laisserai la parole après pour développer ce que vous faites au sein de chez Keolis. Et donc vous êtes là en tant qu'exploitant de transport avec votre vision sur les usages. Ensuite, nous avons Eduardo Bassano, qui est directeur général du CRMT, donc qui évoquera la thématique du rétrofit d'un point de vue concepteur de solutions. Pour ensuite passer à Aurélien Berthelet, qui est donc directeur général de Berthelet, qui est une entreprise familiale de transport périurbain et urbain. Donc, pareil, vous détaillerez un petit peu vos activités au sein de Berthelet. Et Gladys Montagnol, qui est ingénieure d'affaires GNV, bio-GNV, donc pour GRDF, et qui s'occupe de la partie développement des énergies alternatives. Donc, on va commencer par Monsieur Lapéry de Keolis pour sa vision, effectivement, exploitant. Quels sont vos enjeux autour de cette transition écologique et quelles actions vous avez mis en œuvre aujourd'hui? Bonjour Céline, merci. Bonjour à toutes et à tous. Keolis est un opérateur, comme vous l'avez dit, un gros opérateur. Hein. On fait du ferroviaire, du tramway, du métro et on a 23 000 bus et cars dans 15 pays. 23 000, ça commence à faire un paquet. 20% d'entre eux sont déjà en énergie alternative au diesel. 1200 électriques, 2500 GNV, un millier de biofuel, des hybrides, et puis 17 hydrogènes. On est très fiers de nos 17 bus à hydrogène. L'enjeu, c'est avant tout un enjeu de marché, c'est-à-dire que la question est même plus au niveau du groupe Keolis de se dire comment je vais adapter mon business au marché. La question, c'est la transition énergétique et mon marché, en fait. Et c'est cette année que ça bascule. Ça fait un moment que ça dure, mais l'accélération est tellement rapide, et c'est pareil dans quasiment tous les pays où on est, qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se pose. Et c'est pour ça que nous avons créé un centre d'excellence que je dirige, qui d'ailleurs est basé à Lyon, mais pour l'ensemble du groupe, dont la fonction est à 100% d'accompagner nos filiales et nos clients chaque fois qu'il y a un projet de changement d'énergie ou d'économie d'énergie, essentiellement sur les bus et les cars, puisque c'est là qu'est le sujet, hein, décarbonation. Je ne vous cache pas qu'on a énormément de travail, évidemment, puisqu'aujourd'hui, et je pense que ce sera pareil pour mes collègues opérateurs, il n'y a plus un seul appel d'offres, quasiment, dans tous les pays où on opère, Amérique du Nord, Australie, toute l'Europe du Nord, Benelux, France évidemment. Il n'y a plus un seul appel d'offres où on ne parle pas de changement d'énergie dans les bus et les cars. Voilà. Donc ça c'est le tableau, un peu général. Et les nouveaux carburants, ou les carburants différents, ils ne sont pas forcément tous nouveaux, font partie de la panoplie, en plus des modes zéro émission que sont l'électrique et l'hydrogène. Merci. Du coup, juste une question. Comment vous faites vos choix de solutions? Alors, le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté. Enfin, déjà, il y a un grand principe, c'est qu'en tant qu'opérateur, on est absolument neutre. On n'a aucun a priori, on est agnostique sur le choix d'une énergie. Tout simplement parce que finalement, contrairement à beaucoup de gens dans cette industrie, on n'a rien à vendre. On n'a pas de molécules à vendre, on n'a pas de technologie, on n'a pas de véhicules, pas d'infrastructure, même pas de système IT à vendre. Au contraire, on les achète.
Et cette neutralité, plus le fait que quand on accompagne un client vers un choix énergétique, en fait, on va rester à ses côtés pendant au moins la durée de la délégation de service public pour l'assumer. Donc minimum 4-5 ans, ça peut monter jusqu'à 10-12 ans dans certains pays. Ça veut dire qu'on est vraiment du côté de nos clients et on revendique cette place de partenaire des autorités organisatrices de transport. Donc c'est les 3 grands principes, c'est la neutralité. Après, chaque mode énergétique a son domaine de pertinence, évidemment, et nous accompagnons la décision, parce qu'on la prend rarement tout seul, on la prend avec nos clients, nous accompagnons la décision en fonction du contexte local. Quelques exemples très simples. S'il y a un plan de renouvellement de flotte lié à l'âge moyen ou à l'âge maximal de la flotte, qui de toute façon devra être réalisé dans les quelques années qui viennent, ben, évidemment, ce n'est pas le même contexte que si on a une flotte flambant neuve en Euro 6. Voilà. S'il y a sur le territoire de la collectivité un méthaniseur, avec volonté de créer une filière industrielle autour de la méthanisation, qui peut dépasser d'ailleurs les simples flottes de bus et de cars, ça peut être un projet territorial, évidemment que ça va influencer sur la décision. Voilà. Donc c'est 2 exemples très simples. Il y en a des critères, il y en a des dizaines. Les capacités de financement de la collectivité, sa volonté de politique publique, tout simplement, qui est l'expression de l'attente des administrés. Bon, évidemment, en toile de fond, et dans tous les pays où on est, il y a la réglementation. Toujours, évidemment. Donc, j'allais dire, la réponse à la question, elle est évidemment pas si simple, sinon, j'aurais pas de travail d'ailleurs. Voilà. Merci Bruno. On va passer à Eduardo Bassano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au sein du CRMT ? Oui, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour partager mon point de vue, aussi notre point de vue en tant qu'entreprise active dans les secteurs et aussi dans la transition énergétique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais seulement rapidement présenter les CRMT. Donc nous sommes une PME de 26 personnes dont la plupart sont des ingénieurs. On est basé dans le nord-ouest de Lyon, à Dardilly, donc à quelques kilomètres d'ici. Et on existe depuis 50 ans maintenant, presque, parce qu'on a été créé dans les 77. Nous sommes des experts dans le développement des moteurs et des véhicules alimentés avec des carburants alternatifs, notamment avec du biogène V et l'hydrogène. C'est une expertise qu'on a depuis 20 ans maintenant. Et justement, je voudrais reprendre la discussion à partir des réflexions de Bruno, qui vient de parler. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a des objectifs qui sont imposés pour les opérateurs, pour les régions, en termes de réduction d'émissions des polluants. Pour arriver à atteindre ces objectifs, c'est nécessaire de rénover les parcs existants, comme il a dit Bruno. Les problèmes, c'est que il y a 2 points, des difficultés pour arriver à rénover rapidement les parcs des véhicules, et ce sont des raisons économiques. Donc la première concerne certainement la crise Covid, qui a fortement impacté les entreprises de transport, notamment transport des personnes. Après, il y a eu, entre-temps, encore on l'a vu, la guerre, la hausse des prix des carburants, des matières premières. Voilà, c'est encore une situation de crise. Et la deuxième raison, c'est que les marchés aujourd'hui s'orientent, les marchés ou la politique aussi, vers des technologies hydrogène ou électriques. Aujourd'hui, les prix d'un véhicule électrique ou hydrogène est compris entre 3 et 4 fois par rapport au prix d'un véhicule diesel. Donc, c'est clair qu'avec des objectifs à court terme, ça sera impossible de rénover complètement les parcs des véhicules. On parle surtout des véhicules Euro 5, parce qu'il faut aussi savoir que les véhicules Euro 6 ou des dernières générations, c'est des véhicules avec des très faibles émissions. Et du coup, ces 2 points font que, à court terme, ça sera impossible d'atteindre certains objectifs. Et c'est là que CRMT intervient avec une solution qui a été récemment développée sur la base de nos expériences passées. Comme j'ai dit, c'est 20 ans d'expérience. C'est un projet qu'on a développé avec Berthelet, avec Aurélien et Alain Jean.
Et c'est un projet donc, qui consiste dans la conversion d'un véhicule diesel Euro 5 pour les faire rouler avec un moteur Euro 6 en version gaz ou biogène vert, parce qu'il faut quand même rester voilà, dans l'optique biogène vert. Et c'est une solution qui permet de réduire drastiquement les émissions à court terme, aussi avec un prix économiquement viable. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de notre rôle actif dans la transition énergétique, voilà les raisons pour lesquelles on est actif dans ce sens-là. Et du coup, voilà, pour expliquer seulement rapidement en quoi ça consiste le travail des conversions, on remplace les moteurs diesel Euro 5 du véhicule avec un moteur neuf Euro 6 de dernière génération au gaz. Et on intègre les réservoirs de carburant dans les soutes à bagages qui, dans les cadres du transport scolaire, ne sont pas utilisés. Quoi dire d'autre? Voilà, on a après décidé de partir dans un premier temps sur les biogènes verts. On a deux raisons, en principe, pour être parti sur cette énergie, parce que après je vous expliquerai, mais on a investi également sur l'hydrogène dans les derniers 2 ans, donc à long terme, on vise aussi des rétrofits à hydrogène. Mais on a décidé de partir sur les biogènes verts pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on croit fortement dans cette énergie. Moi, je trouve cette énergie la plus intelligente et fascinante également. Après, Gladys nous donnera plus d'informations à ce sujet. Mais l'idée de pouvoir récupérer un carburant à partir des déchets organiques, et il y a un double avantage. Le premier, c'est de produire un carburant de ces déchets. Le deuxième, c'est d'éviter de faire partir ces gaz produits au moment de la dégradation de la matière organique. Donc d'éviter de les faire partir dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gaz produits dans ces processus voilà, de dégradation constituent un impact important au niveau environnemental, notamment pour la production de CH4, mais aussi de CO2. Il faut savoir que les CH4, c'est quand même 38 fois pire que la CO2 en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fasciné par cette énergie et c'est pour ça qu'on a décidé de partir. Et la deuxième raison, c'est aussi que notre expertise de plus de 20 ans sur les moteurs à combustion interne alimentés par du gaz font que c'était plus simple, plus rapide. On sait que c'est une technologie mature. Donc voilà la multitude des raisons pour lesquelles on a décidé de partir sur les biogènes verts. Et pour moi, c'est tout. Merci Eduardo. Du coup, cas concret, un utilisateur effectivement. Alors Aurélien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Quels sont vos enjeux, vos contraintes, justement, qu'elles soient d'usage, économique Je peux. Donc Aurélien Berthelet, donc moi oui, je suis directeur général de l'entreprise éponyme. Donc j'ai en fait donc notre métier c'est opérateur de transport public hein, et puis plus largement on s'intéresse au sujet de mobilité sur le sujet du déplacement de personnes. Et donc on est une entreprise familiale. Voilà, moi je représente la 3e génération. C'est une entreprise qui a été créée en 1946 et qui a déjà connu un certain nombre d'évolutions dans son histoire. Celle qu'on est en train de vivre en ce moment, elle est particulièrement spéciale. Voilà, elle est spéciale dans la rapidité dans laquelle il faut agir et dans la complexité. Voilà, nous, on aborde ce sujet de la transition énergétique par conviction parce que au sein de notre entreprise, ça fait des années qu'on s'engage dans nos actions et dans notre métier sur la réflexion de comment on fait pour diminuer notre empreinte carbone. Et c'est vrai que là, on avait déjà, au sein de notre entreprise, je dirais que depuis 2017, on commence à être fortement investi dans cette transition énergétique qui prend tout simplement des actions d'investissement dans des véhicules qui fonctionnent avec des énergies alternatives. Et majoritairement au sein de notre parc qui représente à peu près 250 véhicules. Nous, on est vraiment une entreprise locale, régionale. Et sur ces 250 véhicules, on a 80 véhicules aujourd'hui qui fonctionnent avec du bio-GNV. Donc pour vous donner quand même la proportion, ça fait quand même un peu plus d'un tiers de notre parc qui fonctionne avec cette énergie.
On en a 4 qui fonctionnent en électrique. Et puis en ce moment, on est en train d'étudier un projet sur une expérimentation avec 2 véhicules hydrogène. Voilà, donc on aura bientôt au sein de nos activités un mix énergétique, mais vous voyez qu'il y a quand même une représentation différente en fonction de notre activité, de qui on est. Et contrairement à mon grand frère à côté qui est Ulysse, puisque, bah oui, c'est ça, dans les chiffres qu'il a donnés, il n'y a pas la même représentation, par exemple, des véhicules électriques. Mais tout simplement parce qu'ils sont un opérateur de transport urbain. C'est des activités que nous, on n'opère pas beaucoup. On est beaucoup dans l'interurbain et dans le périurbain. Et en fonction des exploitations et des services en fait, que vous produisez au niveau du transport, bah, c'est aussi ce qui va donner une pertinence à une énergie plutôt qu'à une autre. Puisque pour vous donner quelques exemples, au niveau de l'autonomie qu'on avait avec un véhicule diesel, ben, l'énergie qui nous permet d'avoir une autonomie qui est la plus proche, c'est le GNV et le bio-GNV en particulier. Alors on reste sur des autonomies qui sont à peu près du même acabit, qui sont équivalentes, et ça c'est extrêmement important, puisque notre métier, c'est pas uniquement de faire fonctionner un véhicule avec une énergie alternative, c'est de transporter des gens pour les emmener d'un point A à un point B, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin tous les jours, soit pour se rendre à l'école, soit pour aller travailler. Voilà, donc il y a un vrai enjeu aussi d'engagement de service. Hein, vous ne devez pas arriver en retard, il faut que le car il passe aux endroits qui est prévu. Enfin, il y a tout un métier qu'on ne doit pas oublier, et ça c'est notre métier historique, donc on n'a pas prévu de l'oublier. Mais par contre, c'est vrai qu'on rajoute cette couche maintenant avec des motorisations alternatives, où en tout cas, encore une fois, cette énergie, et bien que je sois également comme Keolis, agnostique par rapport à... j'ai pas d'intérêt à aller sur le choix d'une énergie plutôt que d'une autre. Mon activité, naturellement, nous oriente aussi vers une certaine forme d'énergie, et vous l'avez compris, qui est majoritairement au bio-GNV. Donc aujourd'hui, nous, nos 2 clients principaux sur les activités de transport public, c'est le Citral, donc le syndicat qui gère le réseau TCL, et l'aéroport de Lyon. Donc voilà, c'est 2 donneurs d'ordre quand même qui sont importants sur ces activités-là. Et aujourd'hui, avec le Citral, on a 85% de notre parc qui fonctionne au bio-GNV, et l'aéroport, on est avec une flotte 100% bio-GNV. Voilà, donc c'est aujourd'hui une énergie qui, en tout cas pour nous, a une certaine pertinence. Si on veut une petite comparaison rapide avec d'autres énergies, l'électrique par exemple, c'est une énergie qui fonctionne aujourd'hui dans laquelle on a une autonomie qui est beaucoup plus faible. Ouais, et dans chaque énergie, en fait, il faut que vous compreniez qu'il y a bien à la fois des avantages et des inconvénients en fonction, encore une fois, de la production de services qu'on doit réaliser, en fonction, alors voilà, Bruno l'a déjà dit tout à l'heure aussi, en fonction des envies, enfin pas des envies, mais des choix politiques, de choix économiques. Parce qu'après, il ne faut pas perdre de vue non plus que cette transition énergétique, elle doit se faire aussi dans le respect économique des choix qui sont réalisés, puisque nous, on fonctionne avec les deniers publics. Hein, donc c'est aussi une responsabilité importante. Donc l'objectif, c'est pas, à travers cette transition énergétique, de réaliser des multiplications de budgets de transport à cause de la transition énergétique. Donc il est aussi important de raisonner, et on raisonne bien nos choix aussi par rapport à ces enjeux économiques. Et puis le dernier, l'hydrogène, moi j'ai pas encore grand chose à dire, contrairement à mon voisin, mais j'aurai bientôt des choses à dire. Et ça c'est aussi extrêmement important parce que à chaque fois c'est ce qui nous permet, il faut que vous le compreniez aussi, c'est-à-dire que faire rouler un car, bien sûr il faut un conducteur, mais il faut surtout aussi que le véhicule fonctionne. Hein, donc après, on a aussi, nous, en tant qu'opérateurs, des enjeux extrêmement complexes à travers les opérations de maintenance. C'est-à-dire que vous ne faites pas la même maintenance sur un véhicule diesel que sur un véhicule gaz, que sur un véhicule hydrogène, que sur un véhicule électrique. Et ça, nous, en tant qu'opérateurs, c'est à la fois des choix qui sont extrêmement importants sur les investissements qu'on va réaliser aussi au sein de nos ateliers. Parce que, par exemple, pour pouvoir faire la maintenance de véhicules gaz au sein d'ateliers, il faut qu'ils puissent répondre à une norme qui s'appelle les normes ATEX sur les atmosphères explosives. Donc c'est aussi beaucoup d'investissements pour des acteurs comme nous. Et puis, bien évidemment, des investissements aussi qui ont des coûts complètement différents en fonction des énergies des véhicules qui sont choisis, avec, on va dire, un véhicule gaz qui va être 15-20% plus cher qu'un véhicule diesel, un véhicule électrique qui va être à peu près au double du prix du véhicule diesel, et le véhicule hydrogène qui va plutôt se situer
on va dire le triple en étant gentil. Voilà. Donc il y a des business models aussi qui sont complètement différents en fonction des énergies qui sont utilisées. Et ça fait partie aussi des réflexions qui alimentent aussi les décisions et les choix sur ces énergies. Voilà. Merci Aurélien. Donc vous avez fait part effectivement de vos enjeux et vos difficultés par rapport à la maintenance, qui sont importants effectivement. Mais par rapport à la distribution de l'énergie pour le coup. Donc... Oui, bien sûr, la question d'avitaillement. Oui, tout à fait. Oui, la question d'avitaillement, bien évidemment, c'est aussi un sujet qui est crucial pour notre activité, puisque pour que le véhicule puisse fonctionner et réaliser sa prestation de service, il faut qu'il ait suffisamment d'autonomie, et pour ça, l'avitaillement est la question cruciale. Et vous comprenez bien aussi qu'un véhicule gaz, on ne va pas l'avitailler de la même manière qu'un véhicule électrique ou même qu'un véhicule hydrogène. À chaque fois, c'est des stations, c'est des prises de recharge électrique. C'est encore une fois des investissements qui sont divers et variés. Aujourd'hui, nous, étant donné en fait la masse critique qu'on a déjà atteint avec le bio-GNV, on a fait le choix chez Berthollet d'investir dans une station de gaz, donc qui est sur notre site dans l'Est lyonnais, une station à recharge rapide, puisqu'après il y a encore des spécificités, parce qu'on peut faire des recharges rapides, des recharges lentes qui peuvent se faire la nuit en fonction des exploitations. C'est devenu encore une fois des sujets extrêmement complexes. Mais comme le disait Bruno, donc bon, du coup, moi j'ai une fonction de directeur général, donc j'ai aussi un peu d'autres missions, mais je rejoins sur le fait que pour nous, une entreprise comme nous, c'est aussi d'une complexité, et je n'ai pas des Bruno dans mon entreprise. Voilà, donc c'est aussi pour les PME. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est ça, c'est ce qu'on peut se souhaiter. Mais en tout cas, c'est aussi un vrai sujet pour les ETI et pour les PME, voilà, de pouvoir adresser aussi ces enjeux qui sont absolument vitaux. Ça va, ça suffit ou... Merci Aurélien. Et ce qui me permet de faire la transition effectivement avec Gladys. Donc est-ce que Gladys, vous pouvez nous expliquer, vous, quel est votre rôle au sein de GRDF et ce que vous faites autour du bio-GNV particulièrement, mais aussi autour des carburants internes. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, GRDF, nous on est le distributeur principal de gaz en France, voilà à peu près à 94%, et on opère finalement un service public de distribution du gaz que nous ont délégué les collectivités locales. Et nous, notre responsabilité, c'est de financer les infrastructures de distribution gazière, de les construire et de les exploiter en toute sécurité. Donc on connaît particulièrement bien leurs valeurs. Aujourd'hui en France, 80% de la population a un réseau de gaz qui passe devant chez elle, et on a une infrastructure qui apporte vraiment de la flexibilité et de la puissance. Voilà, quand on compare même par rapport à d'autres vecteurs comme le vecteur électrique, aujourd'hui la puissance gazière, pour aller raccorder en particulier des industriels et puis voilà tous les clients chauffage, c'est l'équivalent finalement de 3 parcs nucléaires. Voilà, donc c'est comme si on avait construit 150 tranches nucléaires quand on a construit ces infrastructures de gaz. Et nous, l'enjeu, c'est de se dire, voilà, on a investi dans cette infrastructure, et ben comment on accompagne la transition énergétique, comment on est un acteur pour que cette infrastructure, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, 50 ans, on en ait toujours besoin. Voilà. Et c'est pour ça qu'en tant qu'acteur de la transition énergétique, on accompagne les nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est la mobilité, en particulier sur le domaine de la mobilité lourde, parce que, encore une fois, il y a les équipements, il y a l'autonomie, voilà, la puissance nécessaire pour justement accomplir le service. Et nous, notre rôle, ça va être de raccorder ces stations qui demandent une certaine puissance. On considère une station gaz comme un client industriel. Si besoin, mais c'est quand même assez relativement facile d'adaptation. On fait du renforcement pour justement les raccorder. Et puis,
comme on est un acteur avec des responsabilités de service public, on a ce rôle de mise en relation finalement au niveau de la filière. Voilà. Et c'est-à-dire que quand on voit un transporteur qui se pose des questions, qui effectivement n'a pas toujours les moyens pour tout connaître, on va essayer de mettre avec les acteurs, les constructeurs de véhicules et puis les opérateurs de stations pour que justement ils soient bien accompagnés. Ça, c'est le premier volet. Pourquoi le GNV, c'est le gaz naturel véhicule qui est ni plus ni moins que, on utilise la même molécule que pour se chauffer ou que pour un process industriel. On parle de GNV parce qu'en fait, on le comprime à 200 bars. Voilà, c'est ce qui fait sa particularité. Et l'intérêt en matière de performance environnementale, c'est que ces véhicules, ils sont critère 1, c'est-à-dire qu'ils sont faibles émissions, en particulier par rapport à un véhicule diesel Euro 6. Voilà, on gagne beaucoup sur les émissions de NOx. Voilà. Donc, le gaz, ça permet, c'est une combustion plus propre, ça permet d'améliorer la qualité de l'air. Et les perspectives, pourquoi c'est intéressant le GNV, c'est parce qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser, plutôt que du gaz fossile, d'utiliser du gaz renouvelable. Et là, non seulement on joue sur la qualité de l'air, mais on joue aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque il y a un organisme comme l'IFPEN, en approche analyse de cycle de vie, c'est-à-dire quand on regarde les émissions de CO2 qu'il a fallu pour produire le véhicule, pour son utilisation et pour son recyclage. Quand on regarde tout ça, effectivement, un véhicule bio-GNV par rapport à son homologue diesel, il va émettre 80% de CO2 en moins, et c'est comparable par rapport à un véhicule électrique, quand on regarde effectivement toute la partie des véhicules. Donc nous, tout notre enjeu de distributeur, c'est d'accompagner les nouveaux usages comme sur la mobilité, et puis également d'accompagner la production des gaz renouvelables. Voilà. Et au-delà du raccordement évidemment des producteurs au réseau pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs, on travaille aussi avec la filière gaz pour que ces projets se développent. Aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 30 projets qui injectent dans le réseau, et qui vont venir alimenter justement les transporteurs qui en ont besoin. Et il y a une centaine de projets qui sont en phase d'étude ou de construction, et qui vont être mis en service dans les 2 ou 3 ans qui viennent. On est sur une trajectoire, on est en avance de phase par rapport aux objectifs de la loi de la PPE, la loi de planification énergétique. Et on est sur une trajectoire où en 2030, on envisage d'être à 20% de gaz vert dans les réseaux. Quand on sait que le gaz russe qui est importé en France, c'est 17%, on mesure tout l'intérêt d'accompagner et de se mobiliser pour le développement de cette filière. Merci Gladys. Je vois que le temps passe, si on veut laisser un petit peu de temps aux questions. Juste, et l'après, quels sont vos principaux enjeux pour demain? Quelles sont vos problématiques, vos freins par rapport à ces nouveaux carburants? Alors, par exemple, le CRMT, vous, quels sont vos grands axes de travail? Oui. Donc, j'expliquais qu'on a démarré par des solutions de rétrofit bio-GNV. Demain, on s'oriente déjà aujourd'hui, on a fait depuis 1 an et demi des investissements pour pouvoir tester et développer des moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène. Donc ça, c'est un de nos objectifs futurs, de pouvoir réaliser des rétrofits avec un moteur à combustion interne au lieu d'avoir une pile à combustible qui coûte quand même très cher. Et aussi pour pouvoir sauvegarder les emplois dans la production des moteurs à combustion interne. Aujourd'hui, on a une expertise en Europe, une expertise qu'on voudrait éviter de perdre avec les passages à la batterie ou la pile à combustible. La combustion de l'hydrogène est propre parce qu'il n'y a pas de CO2. Après, il faut travailler toujours sur des questions liées aux oxydes d'azote, donc NOx ou aux particules.
Mais on sait que déjà il y a des technologies existantes, notamment des catalyseurs 3 voies pour réduire drastiquement les émissions des NOx, et aussi pour les particules. Il y a déjà des technologies telles que des filtres à particules qui permettent de réduire totalement pratiquement les émissions. Donc il faut réfléchir aussi à les filières qu'aujourd'hui on a en place en Europe pour la production des composants, des matériaux utilisés pour produire les moteurs à combustion interne. Parce qu'il y a aussi un risque, depuis mon point de vue, ça je le dis personnellement, des transitions économiques vers d'autres pays, plutôt vers l'Asie. Et il faut faire attention aux emplois en ces moments, surtout suite à la forte crise qu'on a vécue. Et ça c'est lié un peu à la discussion d'avant par rapport à l'idée de faire du rétrofit au lieu que d'acheter des véhicules neufs électriques ou piles à combustible. Ça s'accompagne, hein. C'est un ensemble des choses. Mais c'est l'idée aussi de dire on a déjà dû dépenser beaucoup d'argent, les pays ont déjà dû dépenser avec l'Europe des grosses sommes pour pouvoir faire face à des crises. Attention, parce qu'on devra repayer toutes ces sommes-là. Donc, il faut chercher les meilleures solutions pour continuer à maintenir nos emplois et nos expertises et trouver des solutions moins chères. Parce qu'un véhicule alimenté avec un moteur à combustion interne à hydrogène pourrait coûter un peu plus cher, un tout petit peu plus cher qu'un véhicule gaz. Si on passe à la pile à combustible, on est sur des technologies... voilà, beaucoup plus cher. Après, je ne m'exprime pas trop sur les autres technologies. Aujourd'hui, on est des experts du moteur à combustion interne, alimenté avec des carburants gazeux. Donc, on reste sur ça pour l'instant. Et c'est notre choix. Merci. Les exploitants, Keolis, Berthelet, en termes aussi peut-être d'évolution envers les conducteurs, est-ce que ça a un impact? Oui, alors déjà en termes de perspective, j'évoquais le chiffre de 20% pour la flotte de Keolis. En fait, on sera probablement à 50%, peut-être même plus 70% d'ici 5 ans. Ça va aller très vite. Et la moitié de ça probablement en zéro émission, c'est-à-dire vraiment électrique ou hydrogène. Donc ça bouge vraiment vite. À tel point, et en cohérence avec ça, le groupe Keolis s'est engagé maintenant, au niveau vraiment mondial, à baisser ses intensités d'émissions de 30% d'ici 2030, comparé à 2019, et à multiplier par 3 les kilomètres opérés sur des énergies alternatives pour les bus et les cars. Donc on est dans le tuyau, et j'allais dire, ce n'est pas des engagements à la légère, parce qu'en fait, nos conditions, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est par là que ça va bouger. Nos conditions de financement sont liées à ça. Donc c'est des engagements vis-à-vis des banques en fait. Les banques sont extrêmement friandes de placements verts, tout simplement. Et donc quand on prend des engagements, on devient un placement vert et on a des conditions préférentielles. Et là c'est à titre personnel, je pense que demain en fait les grosses boîtes ne pourront plus trouver de financement si elles ne deviennent pas des placements verts. C'est comme ça que c'est en train de bouger. Et c'est pour ça que ça accélère, vraiment très très vite. Le challenge pour nous, vous l'avez dit, c'est la transformation de l'entreprise. En fait, acheter des véhicules, c'est presque un détail. C'est la conséquence d'abord d'un design intelligent d'un système de transport, notamment quand on parle d'électrique. Le GNV, c'est un peu plus simple, mais il y a aussi du design. Acheter le véhicule, c'est un détail. Concevoir le système, le spécifier, le réceptionner, l'intégrer, le démarrer le jour J, le lundi matin, avec les bonnes IT, les conducteurs formés qui savent où ils vont, quelle autonomie ils ont, comment ils vont recharger, avec quel geste, quel degré de liberté ils ont le droit par rapport à un pantographe, etc. C'est ça le métier. C'est ça le métier et c'est 80% de la question. 90% de la question. Voilà, donc je répète, acheter un véhicule, c'est presque un détail. La deuxième conséquence qui est importante, c'est qu'elle touche au modèle économique. Pour faire simple, un véhicule diesel, c'est 1/3 d'investissement, 2/3 de coût d'exploitation, à peu près, dans la vie du véhicule. Un véhicule zéro émission, c'est l'inverse. C'est 2/3 d'investissement, 2/3 de CAPEX, 1/3 d'OPEX. Donc ça change complètement l'équilibre du compte d'exploitation d'une filiale, par exemple, ou d'un groupe. Il y a plein de conséquences. La première, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de financement qu'avant.
Et la boucle est bouclée avec ce que je disais tout à l'heure sur les financements verts. Voilà. La deuxième conséquence, c'est que plus on roule avec un véhicule électrique, moins il coûte cher comparé au diesel. Voilà. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur les roulages de l'urbain et l'interurbain, ben, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Ça roule beaucoup plus en urbain. Donc, les véhicules électriques urbains reviennent moins chers comparativement au diesel que de l'interurbain, d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas d'autocars interurbains électriques aujourd'hui sur le marché. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a pas, probablement. Voilà, deux conséquences. Il y en a plein d'autres. Hein. L'équilibre économique change. C'est tout simplement passionnant, quoi. C'est vraiment, je sais pas, hein, c'est un wind of change, comme on dit là, hein, qui est assez. Ouais, c'est une tempête, ouais. Merci Aurélien, si vous voulez. Oui, voilà, tout a été dit. Non, moi ce que je voulais juste dire par rapport à ce qui concerne Berthollet, c'est que nous, en fait, ce qu'on veut quand même réussir à faire, c'est continuer à accélérer cette transition énergétique. Et vous l'avez compris, on a des défis et des challenges à relever qui sont notamment sur nos capacités d'investissement, hein, puisqu'on a été fragilisé déjà par cette crise sanitaire, et où en plus, vous devez continuer à investir pour cette transition énergétique. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé, avec le CRMT, à réaliser ce projet Ecolcar, donc qui est le véhicule qui est devant l'entrée, que vous ne pouvez pas trop louper normalement. Donc voilà, ça c'est un projet concret qu'on a mené dans cet objectif de dire faisons mieux avec ce qu'on a. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que des véhicules sur nos parcs, d'ailleurs je dis j'en ai 80 au bio-GNV sur un parc de 250, ça veut donc dire qu'il me reste 170 véhicules en gros qui sont encore au diesel. Et je ne vais pas faire que d'acheter des véhicules neufs. Et c'est pour ça que cette solution de rétrofit est une solution de développement durable aussi qui est pertinente et qui va nous permettre aussi d'accélérer cette transition parce que un véhicule à rétrofiter, ça va être entre 2 et 3 semaines. Alors, je dis 3 semaines pour que vous ayez moins de pression. C'est ça. Et un véhicule neuf, c'est 9 mois. Voilà. Donc vous voyez quand même, quand vous commencez à faire une projection d'investissement sur un véhicule neuf, oui, vous avez le temps de le voir arriver, et puis d'autant plus avec toutes les complexités qu'on a aujourd'hui avec les approvisionnements sur les matières premières. Voilà, donc nous, nos enjeux, clairement, ils sont sur le fait de réussir à continuer à accélérer cette transition énergétique. En fait, vous voyez, on a les mêmes. Hein. On a les mêmes, mais on va essayer de les réaliser un peu différemment, parce que on a aussi des approches qui sont différentes, et c'est bien normal. Donc voilà les enjeux à relever. Merci Gladys pour vos enjeux à venir. Oui, nous, en tant qu'énergéticiens, nous on parle de troisième révolution gazière, hein, pour montrer comment justement nous aussi le modèle évolue. Hein. On va être sur des réseaux qui vont finalement, au lieu de permettre de passer de gaz fossiles qui sont produits donc à l'extérieur de la France, de relocaliser finalement la production. Et là, le réseau, il va servir de solidarité entre producteurs, consommateurs du territoire avec des nouveaux usages. Voilà, des gaz renouvelables. Donc, il y a le méthane renouvelable, mais il y a également l'hydrogène. Hein, on va commencer aussi à regarder ça. Et parce que quand on empile finalement les filières de production de gaz vert, on a des trajectoires qui, en 2050, nous montrent qu'avec l'efficacité énergétique, on peut couvrir l'ensemble des besoins gaz avec justement du gaz renouvelable qui est produit localement. Et quand j'y produis localement, on le produit avec des déchets du territoire. Aujourd'hui, ils sont agricoles. Demain, ça sera des déchets industriels qu'on pourra pyrogazéifier. Et c'est pour ça qu'on soutient effectivement tous les projets comme celui des transports Berthollet et du CRMT, parce que en prolongeant la vie des véhicules, là aussi on est dans une économie circulaire. Et donc on voit bien qu'entre le carburant, le véhicule, on est au cœur de cette économie. Et c'est important de l'expliquer, parce qu'aujourd'hui vous parliez des freins. Pour développer les unités de méthanisation, etc., pour les faire accepter, c'est un peu le frein. Et donc il faut expliquer aux gens sur un territoire
que effectivement cette unité, elle va leur permettre une indépendance énergétique avec de l'énergie qui est renouvelable, qui n'a pas d'impact sur le climat, qui leur permet de mieux respirer. C'est tout l'enjeu. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour quelques questions, s'il y en a. Bonjour, merci pour vos témoignages et votre intervention. 2 questions. La première pour le CRMT. Est-ce que vous pouvez voir aussi, pour rester sur un moteur assez classique, ancien, on va dire diesel, une évolution pour permettre un moteur de type Euro 4 ou Euro 5 atteindre par un rétrofit, juste en gardant toujours l'énergie diesel, un Euro 6 qui permettrait d'une part de prolonger la durée de vie du véhicule et de 2 sur des usages où le gaz n'est pas envisageable au vu du maillage de stations, par exemple des cars de type grand tourisme, qui nécessitent d'une part de la place de soute et de 2 de la longue distance, faire un rétrofit sur le dispositif anti-pollution. Et deuxième question pour GRDF, est-ce que des stations de gaz vont apparaître rapidement le long des autoroutes, etc., qui permettront d'enclencher le pas aux constructeurs, parce qu'aujourd'hui, pour avoir parlé avec 2 constructeurs qui sont Daimler et Van Holl, aucun des 2 ne voit le gaz dans leur gamme grand tourisme. Merci beaucoup. Oui, moi je vous réponds par rapport à la question justement pour les Euro 3 et les Euro 4. Alors déjà, apparemment de ce que je sais, on laissera confirmer ça par Bruno et Aurélien, mais les parcs des véhicules Euro 4 aujourd'hui représentent 10% du parc total des véhicules. Moins. Oui, donc c'est des véhicules très vieux. Même au niveau de l'état mécanique des véhicules, ce serait difficile de réaliser des opérations où ce n'aura pas trop de sens de réaliser des opérations, des changements du moteur notamment, ou conversion ou application des technologies qui coûtent quand même relativement cher pour ensuite les faire rouler seulement plus quelques années, ou pour devoir tout changer, même au niveau mécanique, au niveau de la structure du véhicule. Donc c'est un modèle que nous, on a reconnu comme prioritaire, les modèles du rétrofit, sur des véhicules à partir de l'Euro 5 et à mi-vie, pas au-delà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, selon l'étude qu'on a fait sur les véhicules présents, sur les autocars présents en France, on en a il y en a plus ou moins 60 000 et on a vu qu'il y en avait presque 20 000 qui étaient rétrofitables. Et on parle des véhicules surtout Euro 5, Euro 6. Donc, et dans les cas d'usage où ça n'a pas d'intérêt d'utiliser les GNV, et du coup, si ça n'a pas d'intérêt d'utiliser les GNV, je ne sais pas, je pourrais vous faire des exemples. Je ne vois pas d'intérêt d'utiliser du bio-GNV sur une navette autonome notamment. Parce que c'est un véhicule conçu pour être électrique, avec très peu de place, des autonomies très faibles, etc. Mais déjà, on a pu travailler aussi sur un projet de rétrofit durant les dernières années sur une balayeuse de voirie. Il y a des modèles très petits que ça a plus du sens de les produire, de les développer à l'électrique. Pour les modèles plus grands, ça devient compliqué d'intégrer une grosse batterie, ça devient trop cher et les gaz naturels fait plus du sens. Donc c'est pour ça qu'on a pu développer un modèle sur une balayeuse Schmidt 500 pour un client qui s'appelle Europe Service. Voilà. Ça en fait un peu de publicité entre-temps. Bon. Donc sur les stations, elles se développent. Hein. C'est vrai que dans 2017-2018, elles manquaient vraiment sur le territoire. Aujourd'hui, au niveau national, on arrive à 280 stations publiques. Si je regarde la région que je connais le mieux, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une vingtaine aujourd'hui de stations publiques et avec la région et l'ADEME, à travers un dispositif qui s'appelle GN Volontaire, on a accompagné les stations
qui justement permettait ce maillage, voilà, et d'en avoir un peu sur tous les territoires pour que justement, avec une autonomie aujourd'hui, c'est sur les cars et les bus, c'est là où on a le plus d'autonomie parce qu'au niveau du réservoir, c'est là où on peut en mettre le plus, on arrive à 600 km. Ça permet quand même, voilà, alors, ça remplace pas encore, et c'est ça la transition, on va dire le maillage de stations de carburant traditionnelles. Mais aujourd'hui, il y a quand même de quoi faire sur certains trajets. Et encore une fois, voilà, on s'inscrit bien dans un mix énergétique. Et c'est ça qui est compliqué avec la transition, c'est que sur ces véhicules, on ne va pas passer d'un modèle unique, voilà, c'était le diesel, à un autre modèle unique. Et du coup, en fonction de ses usages et de ce qu'on... Voilà, il y aura plusieurs solutions, on l'a vu, entre l'élec et le gaz. Et du coup aussi, pour les constructeurs de véhicules, le virage n'est pas facile à prendre non plus, parce que quand on faisait de la R&D sur une seule énergie, puis que maintenant il faut faire de la R&D avec des choses qui sont très différentes, entre un moteur thermique au gaz, à l'hydrogène, et puis des batteries, une pile à combustible, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Et le car, l'offre gaz s'est développée, elle est récente. Elle s'était beaucoup développée dans les bus au départ, parce que les bus, c'était là où la qualité de l'air était quand même plus problématique qu'ailleurs. Donc c'est normal que les alternatives, elles soient arrivées d'abord au niveau des bus, et puis dans les cars, ça fait quand même maintenant quelques années. Et encore une fois, c'est vrai que il y a un constructeur qui vient de sortir une offre spéciale transport scolaire en gaz, mais justement la dimension rétrofit pour cet usage qui s'y prête est intéressante, quoi. Voilà. Merci. Éventuellement encore une question? Bonsoir. Merci pour vos interventions. Je me posais une question vis-à-vis du rétrofit aussi également, vis-à-vis du coût de l'homologation en fait, et de la part du coût de l'homologation dans l'opération de rétrofit. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire évoluer justement ces normes qui sont peut-être encore trop strictes vis-à-vis du rétrofit, et dans la même veine, pour rétrofiter un type de bus, par exemple, est-ce qu'il existe, disons, une généralisation d'un seul type de rétrofit, une seule homologation pour plusieurs types de bus, plutôt que de devoir réhomologuer systématiquement pour des véhicules différents, on va dire, en termes de taille, articulés, particulés, etc. Voilà, oui. Merci. D'accord. Alors, les prix pour l'homologation est relativement réduit. Parce qu'on s'adapte au même texte des lois qui a été publié pour les rétrofits électriques. Donc, que ça nous impose ne pas changer les dimensions du véhicule, ne pas changer les poids du véhicule. C'est pour ça aussi qu'on a décidé d'intégrer les réservoirs dans les soutes à bagages, parce qu'on n'avait pas le droit de les intégrer sur les toits. Et même pour la question liée au poids, on a dû utiliser des réservoirs type 3 en carbone et pas des réservoirs en acier, sachant que les réservoirs en acier coûtent quand même moins cher que les carbones. Et on a tout fait pour rester dans les mêmes cadres du rétrofit électrique, en partant sur une réception à titre isolé, pour ensuite passer sur un agrément de prototype. Oui, c'est possible de réaliser une seule homologation et d'intégrer aussi d'autres modèles, mais au niveau de la même marque et du même modèle aussi, parce qu'il y a plein de variantes, même si c'est la même marque et même modèle, il y a plein de variantes. Donc c'est possible, mais il faut le faire au moment de l'homologation, dans la déclaration, on peut dire des véhicules et versions à homologuer. Mais ensuite, il faut être capable de passer toutes les différentes essais, notamment la compatibilité électromagnétique, l'essai catapulte, freinage, etc. Dans l'opération, donc l'homologation, on ne la paye qu'une fois.
quand on l'a fait pour homologuer les prototypes. Donc dans les opérations de développement du prototype, au niveau des coûts, on en est aux alentours des 10%, je dirais, sur la totalité des opérations. Après, je suis très bien poser cette question à M. Marchand, qui est notre directeur technique, il est au fond de la salle, qui a suivi étape par étape. Il y a beaucoup de bureaucratie aussi. Et donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres détails, ou si c'est suffisant. Ah, c'est clair. Ah. Bon, pas de souci. Merci à tous, du coup, pour ces interventions. Et on va s'arrêter là et bonne soirée à tous.